Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. La Royal Navy, la marine royale britannique, a effectué un test de missile nucléaire non armé. Ça s'est passé au large de la Floride. C'est toujours intéressant de faire le point sur les forces en présence en Europe. Un test qui a été effectué alors que la guerre en Ukraine entrera sous peu dans sa deuxième année. Je rejoins Stéphane Bureau pour en parler. Salut Stéphane. Salut Alexandre, bonjour. J'ai décidé finalement de faire taire le petit lapin en moi, de ne pas revenir sur cette catastrophe écologique que sont nos animaux de compagnie, chiens et chats, mais j'ai pas renoncé. Peut-être que demain, je ferai un spécial lapin, sinon j'attendrai Pâques, mais c'est vraiment tentant parce que ça dit quelque chose de l'époque. C'est furieux, mais néanmoins intéressant. Donc peut-être demain pour finir la semaine. En attendant, parlons missiles, c'est un peu plus sérieux. Effectivement, on est en guerre. Indirectement, évidemment, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais on n'est certainement pas très loin derrière la ligne de front avec les Ukrainiens, les Européens davantage que les Canadiens ou encore les Américains. Puis effectivement, comme tu le disais, il y avait de grandes manœuvres au large de la Floride parce qu'on s'entraîne souvent avec les Américains quand on est anglais, on est dans la même équipe, yes sir. Et c'était l'occasion de tester la dissuasion nucléaire anglaise parce que les Anglais, comme les Français au sein de l'OTAN, et les Américains disposent d'une force de frappe nucléaire et ils sont souverains. Et c'est important parce qu'évidemment, dans l'équation sécuritaire, on se dit, par exemple, si de son côté, il y avait une tentative de la part de Vladimir Poutine d'attaquer l'Angleterre, ils auraient les moyens, sans demander la permission aux Américains ou à leurs alliés français, de riposter. Donc, ce sont des tests importants. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Missile intercontinental qui, théoriquement, peut franchir 12 000 kilomètres, monter à bord d'un sous-marin. Alors, évidemment, c'est l'arme absolue parce que c'est à peu près indétectable. Et au moment du besoin de riposte, ben, tu appelles le sous-marin puis tu dis, OK, on a une cible en Russie ou ailleurs, et il faut appuyer sur le bouton. Donc, on testait la chose. Le ministre britannique de la Défense était sur place, parce que ça coûte cher aussi. Hein. Même pas armé, un missile comme ça, quand on l'utilise, c'est 17 millions de dollars. C'est quand même un pas pire investissement. Alors, ils ont appuyé sur le bouton. Le missile est parti. On parle d'un missile Trident. Et quelques secondes plus tard, pouf! Il a pété, pas capable de prendre sa vitesse, est revenu s'écraser dans l'océan à quelques mètres du sous-marin. C'est là que tu dis, heureusement qu'il n'était pas armé, le fameux missile. Et pour l'orgueil de la Royal Navy, qui, il n'y a pas si longtemps, régnait sur tous les océans de la Terre, c'était le bras armé de l'Angleterre à l'époque où l'Angleterre était un empire. C'était pas son armée de terre, c'est une petite île, c'est donc la Navy, sa marine militaire qui faisait régner non pas la terreur, mais qui imposait la paix à l'anglaise un peu partout. Alors aujourd'hui, évidemment, l'Angleterre ne joue pas le rôle qu'elle a déjà joué sur l'échiquier politique mondial, mais ça reste une puissance moyenne orgueilleuse. Or, c'est la deuxième fois que ce genre de raté est constaté. En 2016, même chose avec un missile intercontinental qu'on a testé. Il a fait plouf hier, ou pas hier, enfin, il y a quelques jours, à nouveau. Et alors, ça n'annonce pas la fin de la marine militaire anglaise, ça n'annonce pas leur incapacité en tout. Ce que ça dit symboliquement, c'est qu'ils sont extraordinairement fragiles dans un contexte où on nous annonce presque tous les jours les risques de dérapage. Et pour les Européens, dans un monde où ils pourraient davantage être isolés, s'il fallait que M. Trump soit élu dans quelques mois, je ne pense pas que M. Trump renonce jamais à l'OTAN, mais dans une perspective où ils doivent assurer une proportion plus importante de leur défense, ce genre de raté symbolique, ça regarde très mal. Puis certainement, du point de vue de Moscou, tu te dis, peut-être qu'on va avoir une deuxième chance s'ils nous voient arriver. Alors évidemment, je ne pense pas non plus que Vladimir Poutine ou que Moscou ait des velléités d'envahir ou d'attaquer l'Angleterre. Mais, ce que ça dit, en tout cas certainement aux stratèges en Russie et ailleurs, en Chine, c'est que le système est peut-être pas aussi redoutable qu'on l'imagine. On est très loin de la guerre des Malouines dans les années 80, quand les Britanniques avaient roulé les mécaniques et que Mme Thatcher était allée donner une volée aux Argentins. On s'entend que les Argentins étaient de petits adversaires, mais ça avait été
pour l'orgueil national et aussi de la flotte, parce que c'était beaucoup ça, c'était l'aéronaval, les avions embarqués à bord de porte-avions britanniques qui avaient libéré les Malouines, ces îles très éloignées de l'Angleterre qui sont sous contrôle britannique. Alors, ça n'a pas beaucoup fait les nouvelles cette semaine, mais ça reste, je pense, que c'est assez symbolique. Oui, mais c'est très révélateur, Stéphane, tu as raison. Une démonstration de force, finalement, qui n'a pas le résultat escompté. Pendant ce temps-là, sur le front, il y a un enjeu qui est important, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont de la difficulté à renouveler, à remplacer leurs soldats, par exemple, qui meurent au front. La relève n'y est pas toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là et quel impact ça aura sur la suite des choses dans une guerre qui est devenue une guerre d'usure avec la Russie? Il n'y a aucun doute, c'est une guerre d'usure et que la Russie a beaucoup plus les moyens que l'Ukraine de gagner sur la durée. Je rappelle qu'il y a 2 ans, on nous disait à tout le monde que d'abord les sanctions économiques feraient casser la Russie, que ça ferait plier son économie qui serait plus capable de supporter une guerre. Je dirais, haha, ça n'a pas vraiment fonctionné. L'économie russe ne carbure pas, mais elle est moins anémique que l'économie de la zone européenne. Alors, à qui on fait mal les sanctions? Puis deuxièmement, on disait l'OTAN, les États-Unis, combinés aux forces vives ukrainiennes, parce qu'il faut le dire, ils se battent et ils se battent avec énergie, les Ukrainiens, ça va finir par faire la différence. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est un carnage, guerre d'usure que la Russie est en train de gagner centimètre par centimètre, mais à défaut de la gagner, de la stabiliser, ce qui serait une forme de réussite, parce que je pense que l'objectif fondamental et stratégique de M. Poutine, c'était de faire main basse sur les provinces russophones de l'Est de l'Ukraine. Moi, je n'ai jamais vraiment cru à une volonté de faire tomber tout l'Ukraine. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que c'était l'objectif. C'est clair qu'il y avait du côté des populations russophones un conflit, larvé d'ailleurs, entre l'Ukraine et les rebelles indépendantistes. M. Poutine a réussi à s'établir là. Ça devient d'ailleurs des provinces russes qui vont se prononcer aux élections présidentielles dans quelques semaines. Ils décideront si Vladimir va être élu. Je ne pense pas qu'il y a grand suspense. À ta question, parce que elle est super importante. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer les gens qui sont morts au front? D'ailleurs, on ne donne pas de chiffres, on n'en parle pas. Ça va avoir un impact pour les 50 prochaines années de l'histoire de l'Ukraine parce que la courbe démographique, je parle des victimes aujourd'hui, mais la courbe démographique est passée à la tronçonneuse. Beaucoup d'hommes, pas juste des jeunes, parce que la conscription s'est élargie. On recrute un peu à la Tintin de 7 à 77 ans. Je charrie parce que c'est franchement pas drôle. Alors, à ta question, 2 réponses. D'abord, la nouvelle la moins rapportée de la semaine, extrêmement troublante, je souligne. Si vous voulez impressionner quelqu'un dans un party samedi à table, c'est une information extraordinairement intéressante. Alors, ou c'est une anecdote enterrée, ou ça annonce quelque chose. Alors, je t'explique. Le chef d'état-major anglais, il y a quelques jours, a dit il faut penser maintenant à la conscription si on veut faire face aux Russes. La conscription. La conscription en Angleterre, c'est arrivé très rarement. Et est-ce que ça annonce un réveil de la conscription ailleurs dans le monde? Parce que toutes les forces armées occidentales ont des problèmes de recrutement. Au Canada, on en parle depuis longtemps. On est en carence prononcée. Pour la première fois aux États-Unis, la US Air Force l'an dernier n'a pas fait ses quotas. Ils ont les mêmes problèmes à l'horizon. Et là, tu as le chef d'état-major qui dit il faudrait peut-être penser à la conscription dans un contexte de conflit avec la Russie. Rapidement, le premier ministre britannique a fait taire l'affaire, dit retourne dans ta cabane, mon grand, parce que ça fait peur, évidemment. Alors, quand il parle d'un conflit avec la Russie, de quel conflit parle-t-il? D'une prochaine bataille ou guerre qui serait livrée en dehors de l'Ukraine que lui redoute? Ou de ce qu'éventuellement, à cause de ce que tu as posé comme problème, les Ukrainiens pourraient avoir besoin de soldats qu'ils ont de moins en moins? Je suis incapable de répondre. Chose certaine, ce n'était pas un lapsus, c'était dit de façon très claire, délibérée. C'était peut-être un ballon d'essai, mais ces ballons d'essai sont toujours importants. Puis si c'est vrai en Angleterre, on va les voir apparaître ailleurs dans le discours de politique européen, peut-être états-unien, j'en sais strictement rien. Et la deuxième réponse à la question de la main-d'œuvre pour aller à la guerre des soldats, c'est aussi une nouvelle qui n'a pas fait beaucoup parler cette semaine. C'est les pressions discrètes faites par l'Ukraine auprès des pays européens qui ont accueilli les millions de réfugiés ukrainiens et à qui on dit, vous pourriez peut-être les inviter à revenir chez eux, ces gens. Alors, si on a fui la guerre, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a envie de la faire, mais il y a évidemment dans ces millions de réfugiés des hommes
qui pourraient aller au front, puis certainement des citoyens qui ne sont pas que des hommes, des femmes qui peuvent aider à l'effort de guerre. Alors, c'est là qu'on en est. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas une arrière-boutique infinie de gens qui sont prêts à servir de chair à canon, même s'ils croient à la cause, même s'ils sont mobilisés. Ça a fait très, très, très mal. Et je reviens encore une fois à ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas de statistiques. On voit très peu d'images des morts. On soupçonne que c'est des centaines de milliers de personnes. Je répète, des centaines de milliers de personnes. En Irak, guerre sauvage que les Américains ont livrée là-bas. Il y a 5-6 000 soldats qui sont morts, c'est beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés. On arrive à justement sauver des gens qui en d'autres temps seraient peut-être morts. Alors, il y a peut-être 20 quelques mille estropiés, blessés graves, mais ils ne sont pas morts. 5-6 000 morts, ça donne une idée de grandeur sur un conflit qui a duré des années. En 2 ans, du côté russe comme du côté ukrainien, probablement des centaines de milliers de victimes. C'est très, très, très lourd. Et là, on cherche à trouver des soldats qui pourront continuer à maintenir la guerre si on ne parle pas de paix. Ouais. Puis Stéphane, on a vu les impacts aussi. La contre-offensive ukrainienne n'a pas eu l'effet escompté. Tu parles des problèmes au niveau du recrutement des soldats, mais il y a aussi le manque de munitions, le manque d'armes. On entendait Volodymyr Zelensky affirmer lors d'une tournée européenne, ça nous prend des armes longues. L'aide aussi aux États-Unis qui est bloquée en ce moment. Oui, ce serait un peu d'ailleurs rigolo de penser que ce sont les républicains qui vont coûter la guerre aux Ukrainiens, parce que je reviens aussi à ce qu'on a commencé par dire. Il y a 2 ans, l'affaire était pliée, entendu. La Russie allait s'étendre devant les forces de l'OTAN et la riposte de l'Ukraine. Or, c'est pas le cas, et c'est pas parce que l'aide traîne, et c'est vrai qu'elle traîne depuis quelques semaines, que l'Ukraine va tomber. En Irak, en Afghanistan, les militaires et les politiques à répétition disaient « ça nous prend un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de moyens, puis on va gagner la guerre ». Ils ne l'ont pas gagné. Je répéterai ça souvent, probablement dans nos entretiens, mais depuis la Corée, les Américains, ils n'ont pas gagné de guerre. Ça a été des efforts qui se sont malheureusement avérés infructueux, malheureusement, évidemment, de leur point de vue. Ça a coûté très cher en vie humaine, 58 000 Américains pour le Vietnam, puis je ne compte pas les centaines de milliers, sinon millions de Vietnamiens. Donc, ils n'en ont pas gagné. Et à chaque fois, c'était vrai récemment dans le passé, quand on disait on est proche de la victoire, ça nous prend juste un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de soldats. Ça n'a pas marché. Puis finalement, ils ont négocié avec les talibans, qui étaient apparemment des nazis jusqu'au jour où ils s'entendent avec eux. Puis ils ont réussi à trouver un compromis avec l'Irak pour partir. Ce qu'ils feront en Ukraine, j'en sais rien, mais ce que tu as souligné sur les armes est tout à fait juste. Que ça soit voté, ces 60 milliards d'aides par le Congrès ou non, la guerre a fait la démonstration d'une chose, c'est que le roi est nu. La combinaison des Européens, des Américains et des Canadiens n'a pas suffi à alimenter de façon efficace et soutenue une petite guerre. Je dis une petite guerre, évidemment, quand tu es en Ukraine, ce n'est pas une petite guerre, mais ce n'est pas la guerre mondiale, ce n'est pas une guerre européenne tous azimuts, et pourtant, ils n'ont plus ce qu'il faut de munitions. Ça illustre des choses extraordinaires aussi, à quel point c'est un bon business. On estime, puis j'ai vu 2 ou 3 études là-dessus assez précises, que pour un obus équivalent de 155 mm, qui est l'obus type dans ce genre de conflit, le coût de production en Russie est 10 fois moins élevé que ce que paient les Européens et les Américains, ouais. Parce que, au passage, c'est une machine à imprimer de l'argent, la guerre. Ça fonctionne très, très bien comme business. Et même si c'est payant, les capacités de production ne suffisent pas. Alors, s'il fallait qu'il y ait une vraie guerre, mettons, puis encore une fois, je fais attention à vraie guerre, c'en est une pour ceux qui sont au front, mais celle qu'on redoute, celle où serions-nous prêts? La réponse est non. On n'est absolument pas prêts. Les Américains ont essayé de fournir des vieux missiles Stinger qui se portent à l'épaule, qui sont pratiques, qui sont une arme souple, qui peuvent permettre, par exemple, d'abattre des avions, des hélicoptères de combat. Et ils se sont rendus compte que chez Raytheon, je pense qu'il est le manufacturier, il avait oublié comment les faire. C'est pas une blague, là. Il a fallu sortir des boulamites, des ingénieurs à la retraite, puis les ramener pour produire cette arme dont on disait ne plus avoir vraiment besoin. Il avait perdu la recette. Et je ne charrie pas. Donc, conclusion, c'est loin d'être gagné. Et s'il y a quelque chose, ce conflit illustre nos très grandes fragilités. Merci beaucoup, Stéphane. À toi, mon petit lapin.